Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce conseil municipal. Premier conseil municipal depuis 2020 que nous organisons sur Nils. C'est en effet une tradition que de venir à minima une fois par an à Nils. Et la salle était en travaux. Donc nous voilà sur Nils aujourd'hui, dans cette salle fraîchement rénovée, en partie acoustique et au niveau de la rénovation énergétique. Et il y a également la rénovation de l'espace extérieur qui est quasiment terminée et que nous inaugurons samedi avec la tour à hirondelles. Donc juste après le dépôt de gerbes du 18 juin. Et samedi, nous faisons dans le sens inverse à nos habitudes. Nous démarrons le dépôt de gerbes à Ponteilla, suivi de celui de Nils. Donc je vais procéder à l'appel. Donc Lucie Boisdin, procuration à Maxime Sanchez. Alexandre Moulin. Présent. Marie-Hélène Casteil. Présente. Didier Hanol. Présent. Thérèse Adou. Présente. Alain Dupuis. Présent. Sylvie Delaunay. Maxime Sanchez. Présent. Karine Maineris-Bonfanti. Thierry Massotto. Présent. Marjorie Almendros. Louis Puig. Présent. Jocelyne Fréville. Mathieu Baille. Christelle Aracil. Éric Savine. Isabelle Dumec. Michel Bouscas, procuration à Didier Hanol. Roland Tubert. Denis Jaubert, procuration à Roland Tubert. Philippe Beaufy, procuration à Alexandre Moulin. Alexandre Moulin. Présent. Procuration de Philippe Beaufy à Alexandre Moulin. Et Salvador Bagnouls. Comme j'étais, je pouvais avoir une plus, je ne pas prendre. Ok, excusez. Vous avez tous pris connaissance du compte rendu du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte rendu ? Du 31 mars 2022. Pas de questions. Donc il y avait en point l'adhésion à l'agence d'urbanisme catalane pour le diagnostic Bourg-Centre, la vente par adjudication des parcelles communales situées à la Font d'Elzorts, la convention de portage par le PFL pour l'acquisition d'une parcelle AA 150 rue du Chêne, l'avenant au marché de travaux de réhabilitation de l'espace des Templiers dans lequel nous nous trouvons, la création d'un self au restaurant scolaire de l'école élémentaire de l'oncle Jules, la demande de plan à la pépinière départementale, le déploiement de la vidéoprotection sur la commune, demande de subvention, le compte administratif 2021, l'approbation du compte de gestion du Trésor public, l'affectation du résultat, le budget primitif 2022, les taux d'imposition 2022, le contrat de prêt pour un emprunt auprès de la Caisse d'épargne, les subventions aux associations et aux écoles, la subvention au Centre communal d'action sociale et des affaires diverses. On a parlé de défibrillateurs, du plan de végétalisation de la commune, des tours à hirondelles, des travaux sur l'avenue de la Gare. Voilà. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. On va désigner un secrétaire de séance. Christelle Aracil sera secrétaire de séance. Ça te va? Allez, donc on va démarrer le conseil municipal. À l'ordre du jour, les informations des décisions prises par délégation. Donc vous avez un bon nombre de renonciations à l'exercice du droit de préemption. Vous avez la décision relative à l'aliénation de gré à gré du véhicule de marque Renault. De quoi s'agit-il? Il s'agit du Corbillard, que nous avons vendu pour une somme dérisoire, vous l'imaginez, vu son âge et son état. Mais effectivement, ça nous fait et de la place dans les hangars et une assurance en moins, vu que nous n'en avions plus l'utilité. Donc sur ce premier point, il y a rien, sur les informations, pardon, il n'y a rien de spécifique.
Le premier point, convention territoriale globale avec la CAF. Je passe la parole à Alexandre Moulin. Merci, monsieur le maire. Donc, le contrat enfance-jeunesse signé en 2019 avec la caisse d'allocation familiale arrive à terme au 31 décembre 2022. Une évaluation et une actualisation du diagnostic est en cours, mais nécessite de prolonger les engagements par un avenant d'une année supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2023. La convention territoriale globale reprend les objectifs et le cofinancement du contrat enfance-jeunesse qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus, en favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil, par une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein de la Convention, la définition d'une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, la recherche de l'implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, de la mise en œuvre de l'évaluation des actions, une politique tarifaire adaptée permettant l'accessibilité aux enfants des familles aux revenus modestes. Recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. Pour information, en 2021, la Caisse d'allocation familiale a soutenu la commune par le versement d'une participation financière de 42 231 €. Cet avenant prend la forme d'une convention territoriale globale transmise en copie aux élus. Le conseil municipal est sollicité pour autoriser le maire à signer l'avenant. En fait, le contrat d'enfance-jeunesse est remplacé en sorte par la convention territoriale globale, qui nous demande, la CAF, de faire un avenant pour pouvoir finaliser ce diagnostic. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, en effet, oui, comme le dit Alex, le CTG, c'est ce qui remplace le CEJ. Le contrat enfant-jeunesse est désormais appelé CTG. Et donc là, on prolonge d'un an avant de retravailler la convention dans son entier avec la CAF. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Tarif du restaurant scolaire et des portages de repas 2022. Je passe la parole à Didier Hanol. Alors, le tarif de portage des repas. Donc, monsieur le maire rappelle que la commune propose, par l'intermédiaire de la société Les Deux Tocs, un service de portage à domicile. La société de portage informe la commune que le maintien des prix depuis 2017 n'est actuellement plus possible suite à la hausse des matières premières, du gasoil, de l'énergie. Donc, une hausse de 3% est appliquée au 1er avril 2022. Pour tenir compte de la hausse du prix des repas facturés à la commune, il est proposé de modifier le prix du repas de portage auprès des bénéficiaires de 7,30 € à 7,50 € à compter du 1er juillet 2022. Peut-être qu'il faut le voter séparément, c'est mieux. Hein, ouais. Donc, puisqu'après on a le tarif du restaurant scolaire. Ouais. Donc sur le portage des... Bon, mais bien sûr, hein, tout le monde suit l'actualité, hein, on est comme tous les autres. Effectivement, le prix des matières premières, le prix des carburants font que le prix des repas augmente. On a tous vu aux infos que ça augmentait partout entre 5 et 10%. Donc là, sur le portage des repas, c'est un petit peu en dessous. Vous verrez que pour le restaurant scolaire, c'est un petit peu différent. Donc voilà, la hausse qu'on propose de 7,30 € à 7,50 € pour le portage des repas. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc pour le restaurant scolaire, les restaurants scolaires de la commune servent environ 200 repas par jour, ce qui correspond à 16 repas par mois et par enfant. Et donc obligatoirement, suite à la hausse des prix des matières premières alimentaires, une nouvelle grille tarifaire a été votée par le CIM, qui est le prestataire, pour la rentrée à compter de septembre 2022. Compte tenu de l'évolution du coût des repas, il est proposé au conseil municipal un nouveau tarif de repas à compter de la rentrée en septembre 2022. Le tarif facturé par le CIM Perpignan à la commune passe pour un repas de 3,90 € à 4,02 €. Donc il est proposé de conserver le mode de tarification décidé par le conseil municipal par délibération du 6 mars 2017, en tenant compte de l'évolution du coût du repas facturé par le CIM. Donc ce barème est établi à 4 jours par semaine à 53,50 €. 3 jours par semaine. Attends, 53,50 € par mois. Par mois, oui. 3 jours par semaine, 40 €. 2 jours par semaine, 27 € et 1 jour par semaine, 13,50 €.
Le repas individuel au ticket est à 5 € et le repas adulte à 7 €. Il est à noter que l'achat du pain fourni par le commerce local est pris en charge intégralement par la commune. Voilà, donc il faut soumettre au vote. Voilà, donc en fait, le même pourcentage de hausse appliqué par le syndicat mixte, le CIM Perpignan Méditerranée, on l'a reporté sur le barème qui existait depuis 2017. On a reporté exactement le même pourcentage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Tarifs et règlement de la location des salles municipales 2022. Donc, le tarif des salles municipales a été fixé le 1er mars 2015 sur des bases qu'il convient de mettre à jour. Pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a quelques années qui sont passées, il y a le coût de l'énergie, et puis il y a aussi les travaux entrepris sur les salles, celle de Nils dans laquelle nous nous trouvons, mais aussi l'espace Simonali qui va être en travaux très prochainement pour plusieurs mois. Les besoins de la commune et la demande croissante des habitants de Ponteilla-Nils fait que je vous propose de ne plus louer les salles aux usagers ne résidant pas sur la commune. Nous avons trop de demandes. Nous refusons systématiquement des demandes aux habitants de Ponteilla-Nils. Je trouve qu'il devient embêtant de louer aux extérieurs, surtout qu'il y a des communes qui ne louent plus. Alors forcément, tout le monde se tourne vers nous. Les habitants de Ponteilla-Nils, je le redis, pour avoir une salle, il faut le demander 4 à 6 mois avant. Il y en a encore qui nous contactent maintenant pour juillet. C'est 4 à 6 mois avant, que ce soit pour la salle de Nils, pour les salles de Ponteilla. Donc on est à peu près à 4 à 6 mois de réservation, sans compter qu'avec les travaux qui ont lieu ici et ceux qui vont avoir lieu à l'espace Simonali, le délai s'est aussi rallongé. Donc beaucoup de demandes. Donc je vous propose qu'on ne loue à partir de maintenant qu'aux habitants de Ponteilla-Nils. La prestation de ménage reste toujours à charge des utilisateurs. D'accord ? Dans le cadre de partenariat avec des associations, il est évident que nous continuons à mettre à disposition les salles à titre gracieux. Par contre, je vous propose de revoir les tarifs des salles qui sont à la location et le montant de la caution aussi, qui était dérisoire jusque-là. Par contre, la salle Granger, je vous propose de ne plus la mettre à la location privée, à disposition des associations, oui, à disposition des événements communaux, oui, mais pas pour les privés, parce que cela nécessite systématiquement de sortir tout le matériel associatif qui y est, c'est de la perte de temps, alors que nous avons 2 autres salles à côté. Donc, nous vous proposons à l'espace Simonali, la salle Junca, location 800 €. La salle Crescent, location 400 €. Par contre, on vous propose un pack qui n'existait pas, Junca plus Crescent, à 1000 €, pour ceux qui voudraient faire, par exemple, le repas dans l'une, l'apéro dans l'autre, ou mettre les enfants à se reposer ou à jouer dans la petite salle. Et la salle de Nils, dans laquelle nous nous trouvons, à 450 €. Et pour chacune des salles, la caution à 500 €. Il y avait un barème appliqué depuis 2015 que vous avez sous les yeux pour les employés de la commune et pour les élus de la commune. Je vous propose que ce barème, lui, reste en vigueur, limité à une utilisation par an. Il n'y aurait pas de changement sur ce principe-là. Voilà. Je rappelle que lorsqu'on utilise la salle de Nils, c'est bien que ce soit dit publiquement, il est formellement interdit de se garer sur la route, bien sûr, mais également sur l'espace privé du Mas Béchat qui est juste en face. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette proposition? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. J'ai oublié de vous préciser, pardon, si ça change le vote, vous le dites, j'ai oublié de vous préciser que c'était à effet immédiat. À effet immédiat, mais par contre, ce n'est pas rétroactif. Toutes les personnes qui ont signé des contrats et qui ont réservé les salles gardent l'ancien tarif, et à partir d'aujourd'hui, les contrats qui sont signés sont au nouveau tarif. Voilà. Ça ne change pas le vote, tout le monde est toujours d'accord? Merci. Point numéro 4, convention de mise à disposition de moyens humains et matériels de la police municipale avec nos communes voisines et amies de Poyestre et Canoës. Alexandre Moulin. Merci, monsieur le maire. Donc, vous avez vu, comme l'a dit dans l'intitulé de la convention, va être mise en place à compter de l'année 2022, à compter du mois de juillet 2022, je vais vous expliquer pourquoi après.
pour la mutualisation des effectifs de la police municipale des communes de Pontéa, Nils et Poyestre. Ce dispositif permettra notamment de renforcer la sécurité à l'occasion des fêtes de village, des manifestations sportives et culturelles. Elle permettra d'effectuer des missions conjointes et de se renforcer mutuellement, tant sur le plan humain que matériel. La convention sera valable 1 an et renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Elle précise les conditions de la mise à disposition et intervention des agents de la police municipale en coordination avec les forces étatiques. Cette convention ne génère pas de flux financiers entre les communes membres. Donc une convention va être mise en place, elle va prendre le cheminement administratif qu'on connaît tous et sa grande lenteur, je dirais. Donc elle ne sera pas signée, je pense, le temps qu'elle prenne la préfecture, le procureur, etc. En attendant, il va y avoir un arrêté préfectoral qui va être mis en place et pris par monsieur le préfet qui autorisera les maires des différentes communes de pouvoir accueillir la police municipale des communes voisines. Un arrêté municipal aurait suffi pour tout ce qui est des manifestations sportives et culturelles. Sauf que nous, on a une police municipale qui est armée. Poyestre a une police municipale qui est armée. Et Canoës a une police municipale qui va être armée. Donc le fait qu'il soit armé, c'est le préfet qui prend la décision de mettre à disposition à chaque maire de chaque commune pour leur manifestation. Donc un calendrier de manifestation a été fourni par les maires des différentes communes. Donc la première sera faite le 1er et le 2 juillet sur Poyestre pour l'organisation de rock'n'roll. Alors je ne me rappelle plus l'intitulé, vous allez m'excuser, qui sera fait au stade de Poyestre. Donc on aura 2 agents de la police municipale de Pontéa qui seront mis à disposition de Poyestre pour cette soirée. Pour Canoës, ça sera le 29 juillet avec une manifestation qui font venir Star 80. Donc on aura également nos 2 policiers de Pontéa qui font partie des effectifs de sécurité pour cette manifestation. Et pour Pontéa, nous avons le 6 août, forcément 13-14 juillet, nous en cause pas parce que chaque policier municipal reste sur leur commune, parce que chaque commune a des manifestations. Mais par contre, pour le 6 août, pour la fête de Saint-Étienne, nous aurons 6 agents de la police municipale qui seront mis à disposition sur la commune de Pontéa. Donc aussi bien en îlotage qu'en maintien de l'ordre et que pour les véhicules qui sont mal garés, etc. Ensuite, nous aurons des dispositions qui seront mises en place ponctuelles à la demande de chaque maire de chaque commune pour des interventions troubles de l'ordre, etc., ou que le maire pourra disposer des agents de police municipale, aussi bien de ceux de Canoës que ceux de Poyestre, qui viendront à l'instant T pour un accident qui se produit, je ne sais pas, ou qu'on a besoin de renfort, etc. Et plus important et qui tient à cœur à monsieur le maire, c'est qu'il y aura des contrôles routiers réguliers et fréquents, je dirais, qui seront faits aléatoires et à la demande de monsieur le maire sur les grands axes qui ont été, qui sont en souffrance sur la commune, sur les autres communes aussi d'ailleurs, mais sur Pontéa et sur Nils qui sont en souffrance, et qu'on a de nombreuses doléances de la part d'administrés qui nous font part des vitesses excessives de Pontéanais et malheureusement d'autres personnes aussi qui passent la commune. Donc il y aura des contrôles routiers avec un sinomètre, oui. avec 6 agents à chaque fois qui seront là pour contrôler un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur parce que c'est vrai que la mutualisation, pour moi, c'est l'avenir de la police municipale. On garde nos effectifs toujours en place. Pontéa-Nils, on a de la chance d'avoir 2 agents de police qui sont sur place. Après, les soucis qu'il y a, c'est les stages, bien entendu, les congés, donc on s'en trouve plus qu'avec un. Là, on aura du renfort des autres communes, eux aussi, donc ça arrange tout le monde. C'est un souhait des 3 maires de chaque commune, et les adjoints en sécurité de chaque commune ont travaillé sur ce dossier, et j'espère que ça portera ses fruits. D'autres communes ont fait l'expérience, notamment Toulouse avec le Soleil, Ille-sur-Tête, etc., Bachasse, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-de-la-Rivière. Ça marche très très bien, et je pense que c'est l'avenir des forces en présence, surtout au niveau des polices municipales, de la police municipale sur les communes. Donc voilà, je vous soumets au vote.
Je répète donc que cette convention ne génère pas de flux financiers. Voilà. On se prête les agents, on se prête du matériel. Par exemple, nous, on n'a pas de radar, ça sera celui de CanOS, mais il n'y a pas de flux financier. Par contre, je reprends juste Alexandre Moulin qui dit on va faire des contrôles de vitesse, on ne s'en tiendra pas au contrôle. Il y a la verbalisation derrière. Hein. Voilà. Ça, c'était la Que chacune et chacun soit averti. La traversée de Pontéa et de Nils sera contrôlée, mais avec une possibilité de verbalisation. Surtout que je pense à le voir qu'il y a de gros excès. Quand on se trouve sur l'avenue de Nils, la route du Soleil, l'avenue de Perpignan ou l'avenue de Poyestre à Nils, il y a vraiment de gros excès. Donc à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc dès qu'on pourra, il y aura le positionnement des agents avec ceux des communes voisines et on fera ce qu'il faut pour que les gens ralentissent et qu'on retrouve un peu de la sécurité pour les administrés, les piétons et je pense en particulier aux enfants. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 5, la dématérialisation de l'instruction des autorisations de droit des sols, en plus courant des permis de construire. Convention avec la communauté de communes des Aspres. Je passe la parole à Maxime Sanchez. Alors, dans le cadre de la loi ALUR, depuis le 1er janvier 2015, la commune organise l'instruction de ces autorisations avec la communauté des communes des Aspres. La commune étant hors périmètre de la communauté des communes, le service est facturé par la communauté après évaluation et répartition des dépenses. Le coût prend en compte l'évolution des outils numériques proratisés au regard du nombre d'utilisateurs. Donc, une instruction coûte à la commune 100 € par dossier instruit. Pour la mise en place de la dématérialisation des actes, cette année, donc pour l'année 2022, ce sera 936,67 €. Et pour les années prochaines, la dépense annuelle sera de 206,89 €. En fait, donc, c'est la possibilité donnée aux administrés, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises Maxime, de présenter leur permis de construire par voie dématérialisée en ligne. Voilà. Donc il y a le lien disponible sur le site de la commune. Et qui ramène sur la communauté de communes des Aspres qui instruit les dossiers pour notre compte au travers d'une convention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Après, moi j'ai une précision. Oui. Le dépôt d'une autorisation est gratuit, c'est gratuit, mais c'est la commune qui paye à la communauté des communes 100 € par instruction de dossier. Voilà, tout à fait. C'est ce qui nous est facturé à nous pour le service rendu. Voilà. Ce n'est pas facturé aux administrés. Nous n'avons pas de service instructeur, donc la communauté de communes nous facture. Si nous passions par Perpignan Méditerranée Métropole, ça nous serait facturé aussi. Oui. Plus cher. En l'occurrence, oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Pardon? Non. Il a signé en marche. Le point 6, nomination de la rue du lotissement de la Fondelzorst. Donc c'est le lotissement que vous voyez en sortant de Pontéa direction CanOS à droite. Dans un premier temps, dans ce lotissement, il n'y a qu'une seule rue. Donc ce projet de lotissement est composé de 11 villas individuelles et d'un macro-lot de logements sociaux qui devrait voir le jour en fin d'année, début 2023. Les terrains sont en cours de viabilisation. Il convient de procéder à la nomination de la nouvelle voirie. Et donc, je vous propose de la nommer rue Maréchal Joffre. Des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 7, l'acquisition par le PFL du bâtiment numéro AH86, route du Soleil, et du bâtiment numéro AH551, rue Racine. Donc, toujours dans le souci qu'on a déjà évoqué dans plusieurs conseils municipaux, de redynamiser, d'embellir le cœur de ville, de l'aérer, de créer des stationnements, etc., nous souhaitons poursuivre la politique volontariste de maîtrise foncière en partenariat avec le PFL. Et je vous propose donc l'opportunité qui s'offre à nous d'acquérir 2 bâtiments permettant de constituer une réserve foncière. Un bâtiment situé 4 routes du Soleil d'une surface de 796 mètres carrés. Alors, ce bâtiment, c'est celui
qui est, quand vous êtes au Padris, c'est celui qui entoure le bâtiment communal. Donc c'est ce grand bâtiment avec le grand mur blanc, avec la terrasse en haut. Voilà. Donc c'est quelque chose, je pense, je ne sais pas si moi je sais en tout cas, en étant élu depuis 1995, que mon premier mandat avec Marie Sanchise, le mandat avec Louis Puig, je ne sais pas si c'était le cas à la municipalité précédente, mais on avait tous un œil sur ce bâtiment en se disant, le jour où il se vend, il ne faut pas le laisser passer. Donc ça, c'est une opportunité extraordinaire, en plein cœur de ville. Alors évidemment, ça a un coût. Le portage de l'EPFL nous permet de pouvoir le faire sur le long terme. Ça nous permettra un aménagement sur le long terme que l'on ne connaît pas encore à ce jour, hein, parce qu'il y a la bâtisse, il y a des jardins, il y a peut-être la possibilité de détruire une partie, de faire du stationnement, d'aérer ce cœur de ville. Il y a quelque chose à imaginer. On n'en est pas là à faire le projet, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer et il faut saisir cette opportunité. Et le bâtiment situé rue Racine, de 131 mètres carrés, c'est un bâtiment, rue Racine, c'est perpendiculaire à l'avenue de la Gare. Vous connaissez la problématique autour de la mairie actuelle, la problématique de l'avenue de la Gare, la problématique de ce cœur de ville. Donc, à terme, il faut aussi aérer, il faut aussi créer du stationnement, il faut aussi imaginer de nouveaux aménagements. Tous ces aménagements, on va les travailler. On a d'ailleurs une commission prévue là prochainement avec le dossier Bourg-Centre qui va nous permettre de réfléchir concrètement et de poser des choses sur un plan sur le Ponteilla de demain. Où est-ce qu'on voit les choses, comment on les voit, quelle salle, quel aménagement, quel stationnement, quel sens de circulation, etc. Il y a tout à imaginer, il y a tout à construire, mais pour ce faire, il faut effectivement avoir de l'ambition et prévoir tout ça en faisant des acquisitions. Donc, évidemment, la commune s'engage à ne pas faire usage du bien sans y avoir été autorisée par le PFL, puisque c'est eux qui en feront l'acquisition. On vous propose un portage sur 15 ans, comme on l'a fait pour d'autres achats. Hein. L'annuité et les frais de portage, vous les avez. Vous avez également le pourcentage. Alors ça, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que les frais de portage sont ridicules, hein, 0,5% par an du montant des frais d'acquisition. Donc, sur ce dossier, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 8, échange de la parcelle communale numéro AS 146 avec la parcelle AS 195-199 située à Loribéral à Nils. Je passe la parole à Maxime Sanchez. Donc, sur le secteur Loribéral de Nils, nous avons de nombreux problèmes de réseau d'eau usée et d'eau potable, donc de l'autre côté de la rivière. Donc on vous propose de procéder à un échange de terrain permettant une unité foncière sur le secteur et de résoudre certains problèmes de réseau. Donc on vous propose d'échanger la parcelle de terre communale AS 146 au secteur Loribéral contre la parcelle AS 195, AS 199 au lieu dit Loribéral appartenant à M. Dominique Lara et Mme Nicole Manan. La parcelle AS 146 fait partie du domaine privé de la commune et que les frais de cet échange seront à la charge de la commune. Il s'agit d'une partie de l'ancienne station d'épuration de Nils. Actuellement, il y a une pompe de relevage que nous échangeons avec monsieur et madame Lara. En fait, on a un morceau. Dans ce secteur, il y a une problématique, hein, Maxime l'a dit, c'est les eaux usées, les eaux potables qui passent chez des particuliers à plusieurs endroits. Donc petit à petit, il faut que l'on solutionne ceci. Bon, ça ne se fera pas d'un seul coup. On a vu ça avec les services de l'eau de Perpignan Méditerranée Métropole. On a vu ça avec la société délégataire de l'eau. Et effectivement, sur le long terme, il faut que l'on puisse retrouver des réseaux sur du domaine public, ce qui n'est pas le cas dans ce coin-là, et c'est très complexe. Et là, on a cette opportunité de récupérer une bande de terrain qui était privée, qui appartenait aux personnes qui viennent d'être citées, en échange d'une partie d'un terrain qu'on n'utilise plus autour de l'ancienne station d'épuration. Voilà. Dans les mois ou les semaines, les mois ou les années à venir, on procédera un peu de la même façon dans ce secteur-là, si on s'entend avec les riverains, parce qu'il y a vraiment une problématique de réseau
surtout lorsqu'il y a des fuites ou si c'est bouché. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Oui. Une abstention, Monsieur Thubert. Point numéro 9, mise à disposition de terrain pour la création de jardins partagés. Je passe la parole à Marie-Hélène Casteil. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée du projet de création de jardins partagés sur la commune qui est porté depuis longtemps par l'association Éconature 66. Les jardins partagés sont des lieux communs où l'on cultive son potager pour produire sa nourriture. Ce concept encourage au partage et à la solidarité. Il permet aussi de faire profiter d'un bout de verdure à tous ceux qui n'ont pas de jardin. L'association Éconature 66 sollicite la commune pour la mise à disposition gracieuse de 2 parcelles communales pour envisager la création de jardins de ce projet. Les modalités de contractualisation sur le fonctionnement des jardins partagés seront proposées ultérieurement. Les parcelles concernées par cette mise à disposition sont les suivantes. La parcelle AI5 située à l'Oliveda d'Antardieu, d'une surface de 1128 mètres carrés, et la parcelle AK59 située à l'Oliveda d'Antardieu également, d'une surface de 1051. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces parcelles se trouvent de part et d'autre de la route de Nice. La parcelle AK59 étant la parcelle sur laquelle était positionnée l'ancienne potence à eau agricole. Et la parcelle AI5 est située en face. Elle va être amputée elle ne fera plus 1128 mètres carrés puisque dans le cadre de ce projet, il conviendra de prendre en compte la cession d'une partie de cette parcelle mitoyenne du voisin M. Vidal, environ une bande de 3,50 m de large sur la longueur, route de Nils, ce qui permettra à M. Vidal de décaler sa clôture et de la refaire et de résoudre le problème de dénivelé de terrain. Le montant de la cession sera communiqué au prochain conseil municipal. Voilà. Alors en effet, j'entendais dans la salle, mais je me faisais la même réflexion. En catalan, c'est l'Oliveda d'Antardiu. L'Oliveda, oui, Beda, oui. Excusez-moi, je suis avéronaise. mais catalane depuis longtemps quand même, d'adoption. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 10, c'est un programme avec un joli jeu de mots. Laissez-nous niche et N-I-C-H apostrophe H-A-I-E-S. Je le dis pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Laissez-nous niche et. Et c'est Marie-Hélène qui va nous expliquer. Oui, monsieur le maire proposera au conseil municipal de soutenir le projet Laissez-nous nicher, qui a été rédigé par l'association Éconature 66 et pour lequel elle a demandé des subventions à plusieurs organismes. Comme partout ailleurs en France, il est constaté une forte diminution ces dernières années des populations d'oiseaux sur notre commune. La population des oiseaux est un patrimoine naturel qui est fragile et qui est très impacté par les activités humaines. L'association Éconature 66 a décidé d'agir en lançant un programme de plantation de haies et de construction de nichoirs autour du village en partenariat avec l'association Arbres et Paysages 66. Ce projet vient s'ajouter aux plantations d'arbres que l'association effectue chaque année avec les enfants de l'école élémentaire de Ponteilla, de l'oncle Jules, aux abords du village pour la journée internationale des forêts et pas que, même sur le reste du temps, et l'installation de nichoirs dans les arbres de la commune aussi effectuée par l'association. Les haies seront implantées sur des parcelles communales. C'est la raison pour laquelle une demande de participation de la commune a été proposée. L'installation des nichoirs fera l'objet d'une demande préalable aux propriétaires de terrains concernés dans le cas où ce seraient des arbres
privés qui seraient concernés et non plus des arbres communaux, bien évidemment. Les objectifs visés sont restaurer la biodiversité et sensibiliser les habitants du village à la fragilité de cette biodiversité, créer des moments conviviaux. Les nichoirs seront réalisés lors d'ateliers ouverts aux habitants du village, comme il a été fait par le passé. Et concernant la plantation des haies, la municipalité compte aussi associer la population du village par l'organisation d'une mobilisation citoyenne. L'association sollicite un accord pour la plantation de 3000 mètres linéaires de haies sur les parcelles communales et pour une participation financière à hauteur de 20% du budget total du projet estimé à 7 000 €, ce qui ferait environ 1 400 € d'engagement ferme pour la commune. Le conseil municipal se prononcera donc sur ce projet. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 11, travaux de mise aux normes de l'espace Simonali avec l'attribution du marché pour la réfection de la toiture de la salle Granger et mise à jour de la demande de subvention. Je passe la parole à Alain Dupuis. Oui, je rappellerai que dans ce titre, merci Franck, travaux de mise aux normes de l'espace Ali, ce soir nous allons surtout parler de la réfection de la toiture de la salle Granger. En préalable, je voudrais faire passer cette photo qui est très parlante et qui justifie cette réfection. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la salle Granger de l'espace Simone Ali fait l'objet depuis plusieurs mois d'une fermeture administrative par arrêté municipal. Le constat de la dégradation de la toiture fait par des services techniques municipaux, le constat, suite à plusieurs situations d'intempéries, justifie d'une situation d'urgence pour réaliser les travaux de mise en sécurité. La situation de la toiture nécessite une vigilance particulière sur la solidité de chevrons endommagés et les conséquences sur la qualité de la charpente. L'article 308 du Code des marchés publics prévoit que des marchés négociés précédés d'une mise en concurrence doivent être passés pour l'exécution des travaux, fournitures ou services dans les cas d'urgence impérieuse motivés par des circonstances imprévisibles. Les modalités de passation des marchés publics à la suite d'intempéries ont fait l'objet d'une circulaire en date du 7 janvier 2000. Cette circulaire distingue le cas des marchés passés dans les heures, voire les jours qui suivent immédiatement la tempête de ceux commandés dans les semaines postérieures au sinistre. Une demande de subvention est en cours d'instruction auprès des services préfectoraux du département et de la région sur la base d'un estimatif de travaux évalué à 158 580 € hors taxe, incluant la réfection totale de la toiture et la mise en place d'une centrale photovoltaïque. Considérant la situation exceptionnelle et du danger d'effondrement que constitue la toiture actuelle, considérant que la salle Granger est officiellement utilisée pour le bureau de vote numéro 3 pour l'ensemble des élections nationales et locales, l'autorité administrative peut être dispensée notamment de certaines règles légales qui compromettraient l'action de mise en sécurité du bâtiment. Les actes pris dans ces circonstances doivent néanmoins être soumis à une légalité particulière. La procédure d'urgence impérieuse est utilisée dans ce cas pour permettre l'accès au bâtiment par le public à condition de l'engagement de travaux de sécurité de première nécessité concernant uniquement la réfection de la toiture. Néanmoins, le recours à la procédure des marchés négociés n'exclut pas le respect des règles de mise en concurrence. Considérant que la définition du besoin concernant la réfection de la toiture hors panneaux photovoltaïques est inférieure au seuil de 100 000 €, une publication par affichage le 18 avril 2022
a été effectuée. La commission d'appel d'offres a été convoquée le 25 mai et a donné un avis motivé. Alors, 4 entreprises ont été contactées. Une n'a pas répondu pour un problème de charge. 3 ont répondu. SARL Nivet Construction, SARL Pro Renault Sanchez, SARL Rossignol et Fils, entreprise donc locale. Après une négociation sommaire, la commission d'appel d'offres a donné un avis favorable pour l'attribution du marché comme suit. Entreprise de maçonnerie, SARL Rossignol et Fils, 10 rue des Goélands, Ponteilla, pour un montant de 93 864,38. Donc on peut dire que tout ce que nous avons observé, on peut dire que cette entreprise était la mieux disante sur les prix, sur les délais, sur les compétences. Le conseil municipal devra se prononcer sur l'attribution de ce marché dans les circonstances susvisées. Voilà. Donc là, il y a 2 choses. Bon, il y a l'attribution du marché et il y a la mise à jour de la demande de subvention. On fait 2 votes séparés peut-être. Mise à jour de la demande de subvention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et l'attribution du marché, donc sur proposition de la commission qui s'est réunie, commission d'appel d'offres. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 12, c'est la distribution du magazine L'Aglo. Donc, je passe la parole à Marie-Hélène Casteil. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la commune distribue le magazine trimestriel L'Aglo de Perpignan Méditerranée Métropole, communauté urbaine, et que par convention, il convient d'en fixer les modalités de remboursement. 1600 exemplaires seront diffusés sur la commune pour chaque distribution. Vous n'avez pas lu ça Ouais, moi non plus. par PMM. Alors attendez, je reprends parce que là je ne sais plus. 1600 exemplaires seront diffusés sur la commune pour chaque distribution par Perpignan Méditerranée. Sur chaque distribution. Voilà, et Perpignan Méditerranée. Oui, PMM s'engage donc à reverser pour ces distributions à la commune de Ponteilla la somme de 338,18 € TTC par distribution. Alors, pour la petite explication, on devrait commencer le texte par le magazine trimestriel de l'Aglo va être distribué par les services de la commune. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, le magazine de l'Aglo était distribué par un prestataire. Il est jusqu'à aujourd'hui distribué par un prestataire choisi par Perpignan Méditerranée Métropole. Il y a quelques mois en arrière, je me suis fait la réflexion, je n'ai jamais chez moi le magazine de l'Aglo. Si on fait un test, qui dans la salle, là, levez la main? Ça veut dire que si vous le recevez, ça veut dire que vous n'avez pas l'autocollant Stop Pub et que vous ne jouez pas à l'écologie. Non, mais je rigole. Je schématise un peu. Mais en fait, on a fait un test. En mairie, j'ai posé la question, qui recevait le magazine de l'Aglo et qui ne le recevait pas? Et je me suis rendu compte qu'à 98%, ceux qui ne l'avaient pas, comme moi, c'est parce qu'on avait l'autocollant Stop Pub. Donc, je me suis rapproché des services de Perpignan Méditerranée Métropole et en fait, le prestataire privé qui distribue ce magazine le distribue avec d'autres prospectus et de fait, s'il y a l'autocollant Stop Pub, il ne le met pas. Donc, j'ai trouvé très dommageable parce qu'en fait, je viens de constater qu'il y a déjà 2 ans et peut-être plus, mais au moins 2 ans, que ce magazine-là n'est pas lu par tous les habitants de Ponteilla-Nils.
alors que c'est quand même l'opportunité de découvrir ce que fait Perpignan Méditerranée Métropole et quelles sont ses compétences, déchets, transport, eau, etc. Et de voir aussi ce qui se fait dans les communes grâce à Perpignan Méditerranée Métropole. Et du coup, là, les services de Perpignan Méditerranée Métropole ont dit, vous n'avez qu'à le faire distribuer par vos agents, et en plus, on vous compensera financièrement. Donc évidemment, on a dit oui de suite. Donc le prochain magazine de l'Agglo sera distribué par nos agents. Donc il peut y avoir des erreurs, mais en majorité, tout le monde devrait l'avoir dans sa boîte aux lettres à la sortie du mois de juillet. Voilà. Voilà l'explication de cette délibération, puisque PMM nous versera chaque fois une petite somme de 338,18 €. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 13, le règlement intérieur et le SIOCAT. Alors, le SIOCAT, qui a pour vocation la promotion des langues occitanes et catalanes, est un syndicat de communes qui a été créé à l'initiative de l'Association des maires en 2012. Les communes, en tant qu'institutions les plus proches de la population, peuvent agir de façon pratique en facilitant l'apprentissage, la promotion et l'usage des langues. Ainsi, elles peuvent participer à rapprocher ces langues occitanes et catalanes des citoyens, de manière à ce que ceux-ci se réapproprient un élément important d'identité culturelle. Le SIOCAT sert d'appui à l'action des communes membres, depuis l'aide à l'enseignement jusqu'à l'affichage public bilingue, en passant par la révision des toponymes dont la graphie est erronée dans les plans cadastraux. Aujourd'hui, 129 communes ont adhéré au syndicat, faisant le choix de se doter d'un outil capable de promouvoir et de développer la richesse que représentent les langues occitanes et catalanes, qui nous ont été transmises de siècle en siècle. Nous avons le devoir de les transmettre aux générations futures. Il vous est proposé de prendre en compte dans le règlement intérieur de la municipalité, comme le suggère le SIOCAT et parce qu'aujourd'hui la loi le permet, la possibilité de s'exprimer en langue catalane en conseil municipal dès lors qu'une traduction sera faite en français dans le même temps. Et c'est la même chose pour d'éventuels documents et actes administratifs. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on le fera, mais si un jour quelqu'un prend la parole en catalan dans le conseil municipal, on ne peut pas, comme ça se faisait avant, dire non, on est en République française, tu ne peux pas parler catalan. Aujourd'hui, on peut le laisser parler catalan à condition qu'on traduise de suite après. Voilà la proposition qu'on vous fait sur suggestion du SIOCAT. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. La nomination d'un délégué à la catalanité, point 14. Donc, je vous rappelle que la commune a participé à la 2e édition du Livre blanc de Catalogne Nord. Nous avons répondu et nous avons aussi fait des propositions. La commune se revendique comme un acteur de la catalanité de par son identité, avec de nombreuses actions de soutien à la catalanité qui existent déjà. L'école de la Bressole, des cours de catalan à l'école élémentaire avec la PLEC, des activités périscolaires autour de la langue catalane, de la culture et des traditions, des ballades de sardanes avec l'atelier cantaran sardaniste au foyer rural, la programmation d'événements culturels en catalan et de spectacles dans le cadre de la Sant Joan, de la Sant Jordi et del Goig dels Ous. Nous favorisons également l'intervention d'aînés catalanophones afin de permettre une transition intergénérationnelle. L'Espace Ado et la médiathèque organisent des activités en catalan, le jumelage avec Bred, des panneaux de signalisation routière bilingue, des noms de rues de personnalités catalanes comme Jordi Bar, une section de livres en catalan à la médiathèque, la participation à des tournois de BTS catalanes via les foyers ruraux, des projets avec l'espace de vie sociale de cours de cuisine catalane, la réalisation connue et reconnue de plus de 9000 bougnettes par an, une action culturelle tournée vers la catalanité avec du conte, du théâtre ou la venue d'une coble, des panneaux pays catalans, le nom de la commune bilingue aux entrées, un drapeau catalan sur la façade de la mairie, des panneaux en catalan pour expliquer le patrimoine communal. Il y en aura un inauguré ce samedi ici même devant l'église templière Sainte-Marie de Nils avec le texte en français et le texte en catalan. Lors du salon des associations, du forum des associations, la mise en avant de la catalanité et l'incitation des membres du réseau associatif à communiquer en catalan. Mais des propositions ont également été faites, alors que nous tiendrons ou que nous ne tiendrons pas, que nous tiendrons au fil du temps, peut-être pas de suite, mais dans ce livre blanc, j'ai proposé que le maire et d'autres élus formulent systématiquement quelques mots ou phrases en catalan lors de chaque intervention publique, d'inclure le catalan dans notre bulletin municipal, de favoriser le bilinguisme avec le répondeur téléphonique de la mairie, le slogan de la mairie, des plaques de rue, etc., de faire corriger l'orthographe des toponymes, pourquoi pas de mettre une plaque case de la ville sur la façade de la mairie,
des panneaux bilingues sur les façades des bâtiments communaux, médiathèques, police municipale, etc., mettre le catalan en avant lors des journées du patrimoine, inciter les commerçants à donner de la visibilité au catalan, proposer des cours de catalan pour les adultes. Et dans ce livre blanc, j'ai aussi indiqué que la commune était favorable au changement de nom du département par Pyrénées catalanes ou un nom avec les mots catalan ou Catalogne. Ce ne sont que des idées et des suggestions. La commune souhaite l'organisation d'événements spécifiques pour faciliter les rencontres entre les élus de Catalogne du Nord et du Sud. Des élus sud-catalans pourraient être invités lors du Salon des maires dans le cadre de débats sur les relations transfrontalières. Je vous propose donc de créer une commission catalanité, un groupe de travail catalanité, et de nommer un élu délégué à la catalanité. Alors pour ce faire, je vous propose monsieur le maire honoraire, monsieur Louis Puig, qui pourrait être notre élu à la catalanité. Parce qu'il est vrai que qui parle mieux catalan que Louis Puig dans ce conseil municipal, je ne sais pas. En tout cas, moi, pas autant que Louis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains sont contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 15, le recensement de la population. Alors, à la demande de l'INSEE, la commune va procéder à l'organisation du recensement de la population début 2023. Donc ça, il faut y être attentif du 19 janvier au 18 février. La collecte des informations s'effectuera en majorité par Internet. Aujourd'hui, on estime que 30 à 50% des logements devraient répondre par Internet. Il n'empêche qu'il y aura des agents recenseurs, qu'il y aura une organisation à mener, des formations à suivre, et donc nous devons nommer dès aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des formations en... Là, le 23 juin, il y a déjà une formation. Nous devons nommer dès aujourd'hui un coordonnateur communal pour l'organisation du recensement 2023. C'est important, parce que le recensement, c'est ce qui fait la dotation globale de fonctionnement de la commune. Et le dernier recensement date de 2017. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus d'habitants, enfin, en tout cas j'espère, que ce que les chiffres disent. Ce qui nous permettrait de gagner un peu en DGF. Donc la rigueur du recensement est importante. Donc comme coordonnateur communal pour l'organisation de ce recensement, après on créera une commission avec du monde autour de cette personne, des agents, des élus, mais je vous propose Didier Hanol, Isabelle Dumec, on peut en nommer deux. Il y avait deux noms. Il y avait deux noms, d'accord. Donc Didier Hanol et Isabelle Dumec. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 16, c'est le loto, avec 12 numéros. C'est les jurés d'assises. Donc, conformément au texte en vigueur, je dois procéder au tirage au sort de 12 noms dans les listes électorales qui seront peut-être éventuellement appelés à siéger au juré d'assises. Allez. Alors, on fait comme d'habitude. Il y en a quelques-uns qui me donnent des numéros. Alors, il m'en faut 12. Alors, qui commence? On peut demander au public, bien sûr. 48. Si vous voulez une idée, quand même, ça va jusqu'à 900 et quelques. Hein. Alors, 48, numéro... Non, mais... oui, mais 1045. Alors, 48... 48, c'est Autier Aurélien. Est-ce que vous avez un crayon peut-être? Je peux... Oui. Ensuite, 26, vous voulez rester au début tout ça. 26, André Marie-Céline. 248. Vous me dites quand je serai à 12. 248. Alors, Châtelier Sophie. Ensuite. 580. Ah, pardon. Alors, attends, retiens-le. 527.
Orakova Sylvie. Didier, tu disais? Je dis 580. 580. Le piège des listes qui ne sont pas dans le bon ordre. J'ai le 578, 579, 581. Le 580, il se promène ailleurs. Je ne le trouverai pas comme ça. 581. Ouais. Le roi Alice Marie. Allez, qui c'est qui? 840. 849. Rénal Françoise. Je rappelle que c'est le nom de jeune fille. Donc moi je vois qui c'est, mais vous savez. Moi aussi. 2, 4. Alors. 666. Ah ben. 666. 666. Qui c'est par cœur? T'as appris les listes par cœur le dimanche aux élections? Donc, le numéro 666, effectivement, Masgro Myriam. Ah, d'accord. C'est la femme de Raymond. La conjointe. De Il Raymond n'y a pas Bastide. écrit Bastide. Il en manque encore combien? Oula, presque la moitié. 5 Qui a 10 000? Moi. 1000. Allez le dire, je vais dire. Qui c'est qui a 10 000? On a la même Maxime idée. On a la 10 même 000. idée. 1000. Torrent Isabelle. Allez, il en manque? 4. 145, le numéro de la commune. Ah oui, 145, le numéro INSEE de la commune. On va voir qui a la chance de porter ce numéro. Bonneries Claude. 3. 3. Allez, on est 10, au 11, 10e. 12. On est au 10e. Allez, allez. Marion. 607. 607. Lopez Sarah. Voilà. 75, allez. 75. Barrère Marc. Allez, le dernier, plus qu'un. Il en manque plus qu'un, on est d'accord? Un seul. Un seul. Eh ben Lucie, tiens, donne-nous un numéro. Alors la première adjointe nous rejoint. Bonsoir à tous. Pour le dernier point, elle récupère elle récupère C'est le dernier point. son vote. Alors, donne-nous un numéro entre 0 et 1000 et 1045. 1033. Ah, Voilà. 1033. Toi, tu as la de naissance. Hein. Walczak Sylvie. Ouais, c'est bon, 1033. Comment tu l'écris? Alors, W-A-L-C-Z-A-K. Ah oui. Ah, mais je sais pas. Walczak Sylvie. Donc, on en a bien 12, on ne s'est pas trompé? Ok. Alors, en affaires diverses, je vous propose de rajouter un petit point. Nous avons voté au dernier conseil municipal les subventions aux associations et aux écoles. Il y a eu un petit loupé dans les réceptions de mails concernant l'école maternelle Gaudi. Nous avons voté 1 000 € pour les projets pédagogiques de l'école Gaudi qui demandait 1 300 avec la liste des sorties et les dates, etc. Donc, je vous propose de voter 300 € supplémentaires pour l'école maternelle Gaudi. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions diverses? Est-ce qu'il y a des adjoints qui veulent prendre la parole ou donner des informations? Alors, j'ai souhaité, dans
respect de sécurité de nos animaux que nous aimons tant, je souhaiterais que les chiens, dans certains quartiers, dans tous les quartiers, intramuros, soient tenus en laisse. Oui, il y a des chiens qui sont... C'est un vœu pieux. Oui. Un vœu pieux, oui, mais la vie de certains animaux est en danger. Mais aussi, moi j'ai eu des remarques d'administrés aussi pour les enfants. Oui, Donc c'est vrai que tu veux le faire appliquer. c'est vrai qu'il serait bien que les habitants, lorsqu'ils promènent leurs chiens intramuros, si possible, les tiennent en laisse. Après, évidemment, une fois dans les vignes ou dans les chemins de terre, et c'est bien normal que les chiens courent. Voilà. Mais c'est vrai qu'intramuros, c'est compliqué. Ça peut créer un danger pour d'autres chiens, mais aussi pour les enfants. Alors, si je dis ça, c'est que je vais prendre mon exemple personnel. J'ai un chien qui fait 4 kilos, que je tiens en laisse régulièrement. D'ailleurs, les gens peuvent le voir. Il a été, entre le mois de juillet et ce mois dernier, il a été troqué 2 fois. Voilà. Ouais, mais c'était des gens qui promenaient le chien ou c'était des chiens qui Non, il y avait le maître. Non, Il y avait le maître. Ouais. C'est le maître ou le maître. Voilà. Oui, C'est un Alex. Alors moi, je voudrais juste rajouter quelques petites informations concernant l'enfance jeunesse. La municipalité a fait le choix encore cette année de faire la distribution de calculatrices avec un diplôme pour chaque enfant de CM2 qui part au collège. Et monsieur le maire l'a dit tout à l'heure concernant la catalanité des diplômes pour l'école de la Bressol et tout en catalan dessus. Donc les distributions se feront le 28 juin au Bois Mirabette, qui fera l'objet de voir le bel amphithéâtre. Je ne sais pas si Nilinck ou les Pontillanais ont été voir ce bel amphithéâtre au Bois Mirabette. Donc on fera la distribution avec monsieur le maire et moi-même des calculatrices avec suivi d'un petit goûter. On fera exactement pareil pour la Bressol sur la placette de la Bressol vous avez vu qu'on avait rétrocédé au dernier conseil municipal. Ensuite, il y aura la fête du périscolaire le 1er juillet qui sera organisée par le service enfance-jeunesse de la commune avec de nombreuses activités pour les enfants et les parents avec une restauration rapide sur place, des jeux et des activités diverses et variées. Donc voilà, c'est tout pour moi pour l'enfance-jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Lucie, non. Thérèse, non. Maxime, non. Marie-Hélène, non. Je crois qu'au 1er juillet, il y a participation de l'école maternelle, si j'ai bien Oui, compris. voilà. L'école maternelle participe aussi à la vente. Enfin, les parents feront des gâteaux qu'ils mettront en vente pour dans cette petite fête du périscolaire. En fait. Nous allons enfin avoir cet été un été normal. Donc les animations reprennent. Les associations reprennent, bon nombre d'animations dans les associations, donc, mais aussi des animations communales. Vous aurez jeudi dans vos boîtes aux lettres le programme de l'été avec les Feux de la Saint-Jean à Nils et à Ponteilla, la fête du service enfance-jeunesse dont Alex vient de vous parler, le vide-grenier, les cinémas en plein air de l'été à Nils et à Ponteilla, la fête nationale, la fête de la Saint-Étienne, la fête de Nils, le forum de la vie associative. Voilà un beau programme qui s'annonce et enfin nous allons nous retrouver et reprendre des activités et avoir un programme complet. Et je vous rappelle donc que samedi, nous nous retrouvons à 10h à Ponteilla pour le dépôt de gerbes en commémoration de l'appel du général de Gaulle et à 10h30 à Nils, suivi de l'inauguration d'une photo Nils d'antan, à côté du monument aux morts, et de la tour à hirondelle et de la rénovation de cet espace. Et donc l'apéritif républicain aura lieu exceptionnellement samedi à Nils. Voilà. J'avais aussi une petite précision. Je vous rappelle que nous avons à Ponteilla des déplacés ukrainiens qui sont encore là, qui sont encore chez les particuliers à Ponteilla et à Nils. Et donc, il nous arrive, avec mon accord, de remettre à ces Ukrainiens ou à leurs hébergeurs des restes de la cantine. Je dis ça parce que les mauvaises langues vont bon train.
Et quand on voit certaines personnes aller chercher des choses aux portes de la cantine, les personnes se prennent des réflexions. Donc, s'il y a des gens que vous voyez sortir avec des restes de la cantine, ce sont ces gens qui, avec beaucoup d'humilité, ne se sont pas forcément affichés sur la place publique pour dire qu'ils avaient accueilli des déplacés ukrainiens. Mais si on leur remet des choses, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont chez eux des personnes et que, comme on le sait tous, à part que les déplacés ukrainiens puissent aller à la banque alimentaire, mais il faut qu'ils se déplacent à Tulle ou à Perpignan. Donc, de temps en temps, quand on peut les aider, on le fait. Voilà. Par contre, je ne sais pas si tu as vu l'actualité aujourd'hui, Marie-Hélène, mais le gouvernement annonce un plan de je ne sais plus combien de millions pour végétaliser les cœurs de ville quand on parle depuis plusieurs jours de la canicule. Donc, espérons que ce plan soit une réalité et ce qui nous permettra de continuer et d'aller chercher des subventions pour les projets que l'on mène en commun avec Econature 66 sur redis-moi le nom du projet, Nature en ville. Intégrer la nature. Intégrer la nature en ville, voilà. Oui, c'est une évidence en fait. C'est une évidence quand on s'approche d'espaces boisés, arborés, on note forcément une diminution de température et donc de toute façon il est de plus en plus question de forêt urbaine et je pense qu'à Ponteilla comme ailleurs il faudra arriver à en instaurer une aussi. Alex, tu voulais... Alors moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Comme chacune le sait, on a mis en place depuis notre mandat, début de notre mandat, un numéro d'astreinte élu qui est affiché pratiquement partout sur la commune. Celui qui n'a pas le numéro d'astreinte, c'est que vraiment il est de mauvaise foi. Donc je voudrais rappeler quand même le fonctionnement parce que le numéro d'astreinte c'est bien, mais déjà c'est hors ouverture des horaires de la mairie pour commencer, parce que les élus d'astreinte, c'est les adjoints, la plupart, il y en a qui travaillent. Donc, je suis un peu agacé, parce qu'à chaque fois, ça tombe sur moi, donc c'est pour ça que je dis, qu'il y a des personnes qui téléphonent pour un chat qui est sur la route mort, ou un chat qui s'est garé, ou le chien qui est parti divaguer, ou quoi que ce soit. Le numéro d'astreinte n'est pas du tout pour ça. Il est fait justement pour des faits qui sont graves et avérés. Une fuite d'eau, un trou dans la route parce qu'il y a une énorme fuite, un arbre qui tombe sur la chaussée ou qui risque de mettre en danger la vie d'autrui, un décès, chacun prend les différentes raisons à sa conscience. Mais un chat, déjà je ne viendrai pas, ça c'est sûr. Un chien qui est sauvé, c'est pareil, c'est pas moi qui vais le ramasser. Maintenant, vous avez... le numéro d'astreinte, c'est bien, mais pour des faits qui sont plus graves, du voisinage, des choses comme ça, vous avez quand même un service de gendarmerie qui est sur place. On n'est pas gendarme. Je ne vais pas venir tout seul parce qu'il y a une bagarre générale avec 10 mecs dans une rue. C'est hors de question. Je vais le signaler, oui. Je vais faire intervenir les forces de l'ordre. Mais, en premier lieu, au lieu d'appeler le numéro d'astreinte, on appelle d'abord les forces de l'ordre et après on appelle le numéro d'astreinte. Pour éviter les doublons, justement. Donc voilà. Donc il faudrait s'en servir à bon escient. C'est ce que moi je voudrais rappeler un petit peu aux administrés, de servir mieux de ce numéro d'astreinte. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres points? Non? Écoutez, on peut lever la séance du conseil municipal. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous.